Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. 12 ans après la catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima, le Japon s'apprête à rejeter plus d'1 million de tonnes d'eau contaminée dans l'océan. Une décision qui suscite un vif mécontentement au sein de la communauté internationale. Quelles seraient les conséquences à court et long terme du rejet en mer des eaux contaminées de Fukushima? Le Japon peut-il prendre seul une décision qui implique la planète tout entière? Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons le plaisir d'en discuter avec nos deux invités. Sur le plateau, M. Loka, chercheur à l'Institut de Chine pour les affaires maritimes, et par visioconférence, M. Joinville Pomaré, descendant de la famille royale de Tahiti. Bonjour. 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 Le projet de déversement en mer de l'eau contaminée de la centrale de Fukushima suscite beaucoup de critiques et d'inquiétudes au sein de la communauté internationale. Pour commencer, quelle est votre position vis-à-vis de ce projet? D'abord, Monsieur Lo. Oui, je pense que ce n'est pas correct de prendre une décision de manière unilatérale, de manière trop hâtive, de rajouter de l'eau radioactive à la mer. Je pense que cette opération représente un risque pour la santé humaine, un danger, une menace à la biodiversité marine. Et vous, Monsieur Pomaré, quelle est votre position? C'est terrible d'entendre des choses pareilles parce qu'en fait, nous avons subi, nos populations ont subi depuis 1966 des essais nucléaires de la part de l'État français qui nous a fait un modo fois. Aujourd'hui, on apprend donc que le Japon veut rejeter ces 1,3 million tonnes d'eau radioactive dans le Pacifique. Les populations du Pacifique que nous sommes, toutes les populations du bassin Pacifique, sont aujourd'hui menacées par rapport à ce rejet radioactif, puisqu'en fait, demain nous savons pas exactement ce qui va se passer au niveau de la biodiversité qui existe dans le Pacifique, et personnellement, nous sommes contre toute ces actions que mène le Japon et dont les autorités internationales ont pris la décision. Alors, Monsieur Lo, d'un point de vue juridique, la décision par le gouvernement japonais de rejeter les eaux contaminées dans l'océan constitue-t-elle une infraction aux traités internationaux? D'un point de vue juridique, je pense qu'il concerne plaisir la Convention internationale. La première convention, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est adoptée en 1982. Le deuxième, c'est la Convention de Londres pour la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et son protocole de 1996. Le troisième, c'est la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique qui est adoptée en 1992. Cette convention également s'appliquait à la biodiversité marine. Je pense qu'il concerne plusieurs l'obligation internationale. Par exemple, l'obligation de protéger et préserver le milieu marin qui est prévu dans l'article 192 dans la Convention de droit de la mer. L'autre obligation, comme l'obligation de précéder une étude sur l'impact environnemental prévue dans l'article 206 dans la Convention sur la mer. Je pense qu'il faut respecter quelques principes juridiques comme le principe de précaution et le principe de pollueur-payeur. Les deux principes existent déjà en droit international de l'environnement. Encore, je pense que le principe de la bonne foi, c'est très important, qui est reconnu en droit
international général est également prévu dans l'article 300 dans la Convention de droit sur la mer. Je pense on peut trouver parfois quelques lacunes juridiques dans l'application de principes ou dans l'application de règles du droit. Par exemple, quelques mots, quelques termes juridiques utilisés par le texte convention, le droit sur la mer est très ambigu. L'autre exemple, par exemple, il y a le conflit de règles du droit et la compétence concurrente sur la même matière. Mais le Japon prétend que les eaux respecteront les normes de sécurité après traitement par le système ALPS. Et en plus, la compagnie d'électricité de Tokyo a mené toute une série d'expériences censées garantir la sécurité du processus et a même diffusé des vidéos des tests en live sur YouTube. Vous pensez que ces méthodes sont suffisantes pour calmer les inquiétudes autour du projet? Monsieur Beaumarais? Monsieur Lowe vient de donner toutes les directives concernant le droit international. Il est important aujourd'hui d'entendre Monsieur Lowe parler du droit international, mais en fait, de quelle manière le Japon, comme les autres nations qui utilisent la mer pour déverser leur rejet radioactif, il est intéressant aujourd'hui de savoir quelle est la position de ces nations dans le Pacifique. Tout d'abord, dans le Pacifique, quelles sont leurs positions vis-à-vis de ce projet qui demain va encore contaminer, même si les experts, même si le Japon nous dit que demain non, même si les experts internationaux nous disent que non, avec un minimum sera fait pour protéger et la mer, le Pacifique ne sera pas contaminé. Et c'est très dangereux parce qu'en fait, nous ne savons pas quelles seront les conséquences à long terme de ce rejet de l'eau contaminée dans le Pacifique. Nous, dans notre territoire, moi personnellement, je suis un commun de montagne, même si je fais partie de la famille royale. Aujourd'hui, l'État français ne défend pas aussi cette cause vis-à-vis du rejet de cette eau contaminée dans le Pacifique. Ça serait à nos élus politiques, à l'État français et au peuple du Pacifique, aux États du Pacifique à contester cette manière de procéder. Il est effectivement indécent de dire que le Japon a le seul pouvoir, même les savants qui disent que rien ne se passera et que tout se fera d'une certaine manière pour ne pas que les eaux soient polluées dans le Pacifique. Aujourd'hui, nous pensons que nous, dans le Pacifique, nous qui habitons dans le Pacifique, les populations du Pacifique, sont les plus concernés par rapport à ce qui s'est passé dans le Pacifique. Nous avons reçu plus de 300 bombes nucléaires dans le Pacifique avec des essais qui se sont faits au Marshall, à Bikini, et aussi chez nous à Mororo, à cette manière de procéder, donc, qui touche à la biodiversité dans le Pacifique et surtout aux populations que nous sommes, est dangereuse et devrait faire l'objet d'une concertation totale des nations du Pacifique et des nations qui nous dirigent aujourd'hui, puisque nous sommes, colonisés par l'État français. Et vous, Monsieur Lowe, avez-vous confiance dans les résultats des tests que le Japon a montrés? Je pense que toutes les recherches scientifiques doivent se baser sur des faits et chiffres exacts, et sur une approche méthodologique rigoureuse. Le rejet en mer doit durer au moins 30 ans.
on ne connaît pas l'effet en long terme sur la santé, sur la biodiversité. Je pense qu'il faut voir l'impact à long terme plutôt que gagner la faveur populaire à court terme. Et les pays du Pacifique seront directement affectés par ce déversement. On ne sait pas encore les impacts que ce déversement va avoir sur les pays, mais par exemple, Monsieur Pomaré, d'après vous, comment on peut imaginer les effets à long terme à craindre pour Tahiti sur le plan de l'environnement, mais aussi sur le plan économique? Nous subissons, je vous disais tantôt que nos populations, nous avons subi, nous, 193 essais nucléaires, attentats nucléaires qui se sont faits chez nous. Aujourd'hui, nos populations sont victimes de ces essais nucléaires qui ont duré de 66 à 96. Nous sommes victimes, nos populations sont très touchées par rapport à ces essais nucléaires. On n'en parle pas du tout dans le monde, puisqu'en fait, tout est camouflé, tout est bien cerné par l'État et par les hommes politiques du pays. Mais nous sommes très touchés. Au niveau de la faune marine, nos populations mangent beaucoup de poissons. Nous sommes habitués à manger beaucoup de poissons. Et le poisson que nous mangeons, aujourd'hui aussi est porteur de cette radioactivité à petite dose dans le poisson, mais à long terme, nos populations aujourd'hui sont très touchées. Nous avons une population touchée par les essais nucléaires que l'État français a fait dans notre territoire, et cette crainte que nous avons donc par le déversement de cette eau radioactive du Japon nous fait dire aujourd'hui que demain nous serons plus contaminés encore que d'habitude. Nous sommes déjà bien contaminés, bien malades avec ce qui se passera demain, puisque c'est bientôt. Le Japon va prendre une décision. Et je sais pas. Personnellement, est-ce que le Japon, les scientifiques, les scientifiques qui parlent donc de ce rejet de ces eaux radioactives dans le Pacifique ne sont pas dangereuses? Est-ce que des instances internationales comme, je sais pas, l'ONU, d'autres instances ne peuvent pas aujourd'hui dire au Japon, donc de quelle manière, de peut-être mieux surveiller ce qu'ils vont faire, parce que c'est très dangereux. Surtout pour nous qui sommes qui seront les plus touchés, puisque nous sommes dans le Pacifique, en plein milieu du Pacifique, nous serons les plus touchés par ce déversement des eaux radioactives. Et du côté des pays voisins, par exemple, comme la Chine et la Corée du Sud, quelles influences peut-il avoir sur ces pays, ce déversement des eaux contaminées dans l'océan, Monsieur Lo? Je pense que le rejet en mer de l'eau radioactive pourrait causer préjudice à l'intérêt légitime dans plusieurs secteurs, par exemple la pêcherie. Pour conserver la biodiversité, la Chine reste fidèle au concept de développement centré sur le peuple. Il faut souligner la civilisation écologique. Je pense que la région mer de l'eau radioactive causerait préjudice aux intérêts légitimes des pays voisins. En matière, par exemple, de biodiversité marine, le secteur de pêcherie et la protection de milieux marins. Pour la Chine reste fidèle au concept de développement centré sur le peuple. La Chine préservait la primauté, la santé publique. La Chine est en train de construire les civilisations écologiques de la mer et proposer de la
de la communauté de destin de Maridine sous le contexte, sous le concept de communauté de destin pour l'unanimité. Si le Japon rejette l'eau radioactive à la mer, la Chine utilise la ressource additionnelle pour surveillance de l'eau contaminée, pour sauvegarder la santé publique. Je pense qu'un tel résultat, il serait incompatible avec le principe de pollueur-payeur. C'est un principe juridique très important qui repose sur un sens commun, c'est-à-dire le pollueur a le devoir de payer pour réparer le dommage environnemental. En fait, des experts japonais avaient mis au point 5 projets différents pour résoudre l'eau de Fukushima. Mais pourquoi le Japon persiste dans sa décision de rejeter l'eau dans l'océan, malgré l'indignation et les graves inquiétudes de la communauté internationale? Monsieur Beaumarais, quel est votre point de vue? Par rapport à cette vision qu'a le Japon aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont plus d'autres moyens de pouvoir faire en sorte que cette eau contaminée puisse être nettoyée sur leur propre sol. Maintenant, ils déversent cette eau contaminée et radioactive dans l'océan Pacifique. Le Japon étant une grande nation, je crois qu'il est dans son intérêt aussi de penser aux petites nations que nous sommes et aux peuples que nous sommes. Aux peuples qui aujourd'hui subissent depuis toujours. Le Pacifique a subi depuis des années, depuis des décennies, cette manière de procéder qui leur donne la possibilité de rejeter cette eau contaminée, mais aussi de ne pas regarder, comme disait Monsieur Luo, le pollueur-payeur. C'est toujours bien après que c'est après toutes les maladies que nous allons recevoir que cette vision va être discutée. Et encore, il faut encore des décennies pour que le payeur et le pollueur-payeur paye aux populations que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes confrontés, nous personnellement, notre peuple, le peuple mahorais que nous sommes, confrontés à l'État français qui ne reconnaît pas les effets des essais nucléaires qu'elle a commises chez nous, et difficilement elle veut payer les dégâts causés sur les populations, sur la santé des populations. Il nous faut elle nous met des lois, elle vote des lois au niveau de son gouvernement, de son État, pour que nous puissions jamais pouvoir acquérir les possibilités de pouvoir recevoir des dédommagements par rapport à ces essais nucléaires. Et bien qu'il existe de nombreux traités internationaux destinés à protéger l'environnement maritime et qui stipulent les devoirs de tous les pays, le Japon refuse toute concession. Monsieur Lo, comment expliquez-vous cette attitude du Japon? Tout à l'heure, vous avez parlé des lacunes dont souffrent ces traités. Pouvez-vous nous expliquer de manière plus concrète? Je pense que le gouvernement japonais profite de la lacune juridique pour rajouter de l'eau radioactive à la mer pour rectifier son rejet. Concernant la question de région mer, il y a les deux régimes juridiques distincts. Il concerne non seulement la gouvernance des océans, mais aussi la gouvernance de sécurité nucléaire.
les deux les deux ont les deux régimes juridiques distincts. Pour notre principale préoccupation, c'est la protection du milieu marin et la conservation de biodiversité marine qui retrouve dans la gouvernance océanienne, dans laquelle le droit de la mer s'applique. Il me semble que le gouvernement japonais n'a pas pris suffisamment en compte le droit de la mer, en particulier la deuxième partie relative à la protection et préservation de milieu marin dans la Convention de droit sur la mer. L'autre lacune problématique, c'est quelques règles du droit international. Ce n'est pas toujours clair. L'interprétation et l'application du droit, c'est une question complexe. Par exemple, l'obligation de protéger et conserver le milieu marin, c'est très général et sans contenu spécifique dans l'obligation. Par exemple, que signifie le milieu? C'est le terme juridique. Il n'existe aucune définition dans la Convention. Je pense qu'il existe le problème similaire dans la Convention de Londres et son protocole. Ces lacunes juridiques montrent l'insuffisance de la Convention sur le droit de la mer et reflètent la nécessité de coopération internationale, promouvoir le développement continu de droit international et droit de la mer. Je pense que l'utilisation des lacunes juridiques elle-même constitue une violation de principes juridiques s'appelait la bonne foi. Ce principe est reconnu par le droit international général et prévu dans l'article 300 dans la Convention sur le droit de la mer. Mais une autre question, malgré les critiques de la communauté internationale, les États-Unis affichent clairement leur soutien envers la décision du gouvernement japonais. Mais dans le même temps, ils refusent toujours d'importer certains produits japonais en raison des risques qu'ils posent en matière de sécurité alimentaire. Monsieur Pomaré, comment analysez-vous cette attitude des États-Unis? C'est une attitude ambiguë et propre aux grandes nations. Et nous savons aujourd'hui, par rapport à ce que dit Monsieur Liu, que les lacunes au niveau du droit international sont utilisées par le Japon et par d'autres nations pour se faufiler à travers et donc faire en sorte que, comme ce rejet des eaux radioactives puisse se faire. Or, aujourd'hui, on parle de par le monde et nous entendons tous que il devrait y avoir dans le monde et puis au niveau des instances internationales une instance qui s'occupe aussi ou un tribunal qui s'occuperait de juger tout ce genre d'affaires où qu'on puisse mettre ces grandes nations devant le fait accompli par rapport les lacunes du droit international permettent à ces grandes nations comme le Japon aujourd'hui et d'autres peut-être qui l'ont déjà fait ou qui le feront de pouvoir échapper à des sanctions qui demain vont toucher les populations que nous sommes. Et en même temps, ceux de Chine, ceux de Corée, tous ceux du bassin Pacifique. Les États-Unis, eux, n'ont pas ce souci. Bon, ils soutiennent parce qu'en fait, ils ont des intérêts communs. Mais les grandes nations telles que la Chine et les grandes nations du monde devraient réfléchir de mettre en place aussi un tribunal concernant cette pollution, la pollution des mers, qui demain
ne seront plus celles que nous voyons aujourd'hui et celles qu'ont vues nos pères, nos ancêtres et nos pères. Elle sera polluée et ne permettront plus à nos enfants peut-être de trouver les vivres et les moyens de pouvoir vivre avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces grands océans. Il est primordial pour nous aujourd'hui, pour nous, les petits peuples que nous sommes, nous regardons avec curiosité tout ce qui se dit et ce qui se fait dans le monde. On parle de la CPI, de mettre des États devant la CPI. Mais le monde devrait réfléchir, les grands États et les États du monde devraient réfléchir à mettre en place un tribunal aussi pour protéger les océans que nous avons, parce qu'en fait, qui nous protégera demain, puisque ces grandes nations trouveront toujours les moyens de se faufiler, de trouver les lacunes du droit international qui vont leur permettre de ne pas être touchés par des jugements ou par des tribunaux qui vont plus permettre ce genre de situation. L'accident de la centrale de Fukushima est l'un des événements nucléaires les plus graves de l'histoire. Il a eu un impact considérable sur le Japon, mais aussi sur le reste du monde. Monsieur Lo, d'après vous, quelles leçons la communauté internationale doit-elle tirer de cette catastrophe? L'homme et la nature forment une communauté de vie. Dans le contexte marqué par le déclin dangereux de nature, je pense que le débat sur le rejet en mer montre la principale préoccupation pour la santé publique, pour la conservation de biodiversité marine et pour la protection de milieux marines. Je pense que la Chine actuellement est en train de construire la civilisation écologique et proposer de la concept une communauté de vie, une communauté de destin maritime. En décembre dernier, le cadre mondial pour la biodiversité Kunming Montréal adopté sous la présidence de Chine. Je pense que c'est l'instrument historique. En mars cette année, un autre instrument historique, c'est l'accord le PPNG. C'est l'accord pour réglementer la biodiversité en mer. Je pense que c'est les deux documents, c'est les deux instruments montrent la communauté internationale, souligne l'importance de l'importance conservation de biodiversité marine. À mon avis, je pense que le gouvernement japonais doit prendre davantage en compte les intérêts communs de l'humanité, y compris la santé publique et la biodiversité marine. Merci, Monsieur Lo. Merci à nos deux invités, Monsieur Joinville Pomaré et Monsieur Locan, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.